Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Voilà, parfait. Bonjour à tous. Bienvenue à cette dernière table ronde de ce salon Mix Énergie. Cette table ronde piloter son plan d'action carbone. Je suis David Pérussel, je suis très heureux d'animer cette dernière table ronde. L'objectif aujourd'hui pour nous, ça va être de vous permettre d'avoir un tour d'horizon rapide de solutions présentées par nos trois témoins qui sont sur ma gauche et qui vont nous accompagner au cours de ces 45 prochaines minutes. Ce que je vous propose, c'est de les présenter rapidement pour ensuite qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, je vous présente Guillaume Letty. Bonjour Guillaume. Bonjour, bonjour. Guillaume, vous êtes cofondateur de la startup Carbonable. Carbonable, c'est une entreprise qui propose aux PME, aux entreprises, d'exécuter leur plan de compensation carbone. Grâce notamment aux nouvelles technologies, vous êtes en mesure de sécuriser l'accès au marché des crédits carbone, mais également de réduire les coûts et en dernier lieu, de valoriser des projets sur lesquels investissent vos clients. Cette année, en mars, vous avez fait une seconde levée de fonds dans le cadre de vos développements à hauteur d'1,2 million d'euros. Et cette nouvelle levée de fonds devrait vous permettre d'améliorer encore votre solution au double bénéfice de vos clients et de la planète. Merci Guillaume. Merci. À sa gauche, je vous présente Jean-Charles Tissot. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Jean-Charles, vous êtes conseiller performance durable pour la CCI Lyon Métropole. Depuis 15 ans, comme consultant, vous accompagnez les PME dans leur bilan carbone afin de travailler leur stratégie et leur plan d'action de transition énergétique et de transition carbone. Merci beaucoup, Jean-Charles, d'être avec nous. Et enfin, je vous présente Florent Dubois. Bonjour Florent. Bonjour. Florent, vous êtes responsable construction durable pour le groupe Lafarge France. Vous êtes auteur, vous êtes conférencier et vous, depuis 2015, vous avez intégré le groupe Holcim, leader mondial du secteur des bétons, pour accompagner le board de Lafarge France dans la stratégie de transition écologique du groupe. Je vous remercie de nous faire partager votre expérience. Florent, je vous propose de rester ensemble un moment. En 2022, vous écriviez dans votre ouvrage Béton écologique et construction durable: chaque année en France, on consomme l'équivalent de 56 viaducs de Millau de béton. À cela s'ajoute l'équivalent en bâtiment de la ville de Marseille. Donc chaque année, 56 fois le viaduc de Millau et la ville de Marseille en usage de béton. C'est quelque chose d'assez incroyable à se représenter. Dans le même temps, les entreprises industrielles françaises, les grands groupes industriels français, prennent l'engagement de la transition carbone avec deux volets. Un premier volet, la réduction de 40% de leur empreinte d'ici 2030 pour arriver au zéro carbone d'ici 2050. Florence, ce que je vous propose, c'est de partager avec nous comment, face à ce constat d'une consommation de béton très importante et cet objectif affirmé, comment on fait aujourd'hui dans la filière industrielle construction pour atteindre cet objectif? Oui. Alors effectivement, sur la construction et sur le béton, on a un petit sujet en matière de CO2. Donc, je crois que je représente un peu le grand émetteur de la table ronde. Donc, c'est un sujet qui est pris en compte depuis quand même de nombreuses années. Mais aujourd'hui, on a quand même une convergence de cadres, de structuration de la filière qui nous permet vraiment d'agir beaucoup plus rapidement pour atteindre ces objectifs qui sont quand même à court terme, 2025-2030, des chutes de CO2 très, très, très importantes. Et justement, sur la construction, on n'a pas forcément cette vision-là, mais en fait, il faut avoir quand même conscience que c'est un secteur qui est relativement en avance dans tout ce qui est comptabilité CO2 et justement valorisation de ce CO2 au niveau des produits, des équipements de la construction, puisque ça ne vous a pas échappé, il y a la RE 2020 qui est en vigueur depuis cette année. Et ça, c'est vraiment un changement majeur et très important pour passer à l'action jusqu'au bout, puisque ça rend visible l'empreinte carbone de la construction. Alors, sur le cycle de vie d'un bâtiment, on sait que c'est en gros la moitié. Et si je reviens sur le sujet du béton, le béton, c'est 30% de cette empreinte carbone totale de la construction. Mais sans cette réglementation ou sans ce cadre-là, en fait, toutes les actions qui sont poussées par d'autres cadres seraient difficiles à pousser sur le long terme.
Donc c'est vraiment une opportunité pour construire toute la chaîne de décision et actionner les leviers que je vais pouvoir vous présenter. Et je voulais insister sur ce point-là parce c'est une table ronde sur le pilotage du plan d'action carbone, donc je parle quand même de ces outils. On a par ailleurs des feuilles de route de décarbonation qui nous sont demandées au plus haut sommet de l'État pour tous les sites les plus émetteurs de France. Et donc c'est des trajectoires qu'on construit en empilant tous les leviers technologiques, voire de sobriété aussi, puisque ces volumes de matériaux pour construire des bâtiments et des infrastructures sont considérables. Donc on tient compte de ces trajectoires de sobriété, mais on n'a pas forcément la main sur ces décisions-là d'aménagement du territoire. Donc en face, on adapte les leviers technologiques de ciment ou de béton bas carbone qu'on doit produire, puisque c'est aussi ça le fruit de la concertation et de ces feuilles de route qui sont co-construites avec l'administration ou avec, par exemple, l'ADEME, qui a évalué le coût d'investissement, le coût opérationnel de chaque levier technologique pour voir s'ils étaient efficaces en matière de décarbonation et ce que ça représentait sur le coût de construction. Le plan de transition sectorielle de l'industrie cimentière qui en a résulté, qui est disponible en ligne, montre que même dans un scénario techno-push, le plus technologique, pour atteindre la neutralité carbone, ça représenterait à peu près 8 milliards d'euros d'ici 2050, donc étalé à peu près sur un peu moins de 30 ans. Et ça représenterait donc à l'échelle de la construction un surcoût de 1%. À peu près un doublement du coût de production du ciment, mais à l'échelle de la construction, 1% pour un produit qui représente 30% des émissions de carbone. Donc en fait, on rentre vraiment dans un moment où tout le monde a les chiffres. Maintenant, on sait de quoi on parle, et donc on peut parler solutions. Et on peut chercher, l'intérêt de la RE 2020, c'est qu'on peut chercher aujourd'hui quelle est la solution qui apporte le plus de réduction de CO2 au moindre coût. Enfin, on a cette possibilité-là. Donc les développeurs, les promoteurs immobiliers, les investisseurs peuvent choisir des solutions qui permettent de maîtriser le coût de construction et de flécher vers des matériaux plus bas carbone. Donc ça, c'est des outils très très importants pour amorcer, pour rentrer concrètement dans cette transition. Et donc le point incontournable qui a été révélé, c'est justement donc qu'on suive une trajectoire très sobre en volume de matériaux ou qu'on maintienne une demande assez forte parce qu'il y a quand même une société bas carbone à construire aussi. En fait, on a toujours besoin de ciment et de béton bas carbone. Donc ça veut dire que ces investissements, il faut les faire, il faut les poursuivre dès maintenant. Et on a justement des solutions pour substituer les ciments les plus carbonés aujourd'hui par des matériaux alternatifs. Donc je pourrais les détailler si vous voulez. Et Florent, vous nous parlez de matériaux, d'autres pistes autour des processus, autour de la mise en œuvre, autour de ces sujets-là? Oui, alors on a ces ciments bas carbone, donc avec des substituts du ciment traditionnel avec des argiles activées par exemple, ou des fines de béton recyclé, ou voilà, d'autres gisements qu'on va utiliser. Mais ça ne suffit pas d'avoir le bon produit, il faut en fait les utiliser très vite. Et donc pour ça, il faut travailler avec l'ensemble de la chaîne. Et c'est pour ça qu'on investit aussi dans l'effort de formation des prescripteurs, des entreprises de gros œuvres, puisqu'il faut savoir utiliser les bons bétons dans leur diversité et maîtriser leur performance à la fois carbone mais aussi technique. Donc tout ça, c'est aussi un changement de pratique et de culture dans un métier où le béton est en général le matériau assez commode avec lequel on fait à peu près tout, mais qui n'est pas forcément toujours optimisé. Très bien. Et en termes de commande publique, qu'est-ce que vous repérez aujourd'hui qui vous indique qu'on va vers ce chemin, la 2050, neutralité carbone? Je vais revenir sur justement
cette fameuse RE 2020, puisque la commande publique elle peut être très en amont et anticiper les objectifs. Donc la RE 2020, elle envisage des paliers, hein, 2025, 2028, 2031, où on arrive à moins 35% en 2031 sur le carbone des matériaux. Mais sur les opérations, en général sous maîtrise d'ouvrage public ou mixte, ou même certaines privées, le seuil 2025, c'est déjà celui sur lequel on réfléchit aujourd'hui. Donc en fait, la course, elle est déjà lancée. Et donc, on voit déjà des opérations qui sortent avec des objectifs bas carbone de 2025, voire 2028, donc qui anticipent ces seuils. Donc la commande publique, elle peut justement accélérer cette décarbonation en allant chercher le cran d'après, même si les labels ne sont pas encore sortis, mais qu'il y a déjà une grille qui permet de le faire. On a vu une partie de la chaîne de valeur, vous nous avez parlé matériaux, vous nous avez parlé mise en œuvre. J'allais dire sur la fin de la chaîne de valeur des actions menées spécifiquement autour du cycle de vie des produits, du recyclage, etc. Comment se termine la chaîne de valeur du béton aujourd'hui ? Sur même la fin de vie du béton, vous voulez dire ? Alors effectivement, il y a tout un travail sur l'économie circulaire, puisqu'on on a aussi testé la valorisation du béton pour refaire des bétons, voire refaire des ciments avec ces bétons. Donc on peut aujourd'hui, le béton est 100% recyclable. Donc ça, maintenant il faut le recycler à 100%. Comment on fait en créant le plus de valeur possible. Donc on l'a testé pour refaire du ciment, c'est-à-dire dans des fours de cimenterie. Et on voit qu'en fait ce béton recyclé permet d'éviter des émissions de CO2, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, puisque le granulat en fait ne porte pas de CO2, c'est le ciment dans le béton. Donc, mais là par contre, la pâte de ciment qui reste dans le béton, quand on la recycle dans le four, ça évite toutes les émissions de CO2 liées à la décarbonatation du calcaire. C'est un peu la partie technique là, mais donc en fait on n'a plus que le CO2 de l'énergie en fait de chauffage du four, mais ces émissions de process qui sont en fait les 2/3 des émissions des cimenteries sont évitées quand on recycle le béton pour refaire du ciment. Et bien sûr après la partie gravillon, voire les sables, sont réutilisables pour refaire des bétons. Donc là on a un autre cadre réglementaire, c'est la REP, la responsabilité élargie du producteur, qui va pousser un maillage beaucoup plus fin des points de collecte des déchets du bâtiment. Donc on développe notre réseau de plateformes pour collecter ces déchets inertes. Mais d'ailleurs, il y a les bétons, mais il y a aussi les briques plâtrières, les plaques de plâtre ou tout un ensemble de déchets inertes qu'on peut revaloriser en tant que matière première pour refaire des liants ou des bétons, puisque la magie des liants et des bétons, c'est que voilà, on fait avec la diversité minérale, et cette diversité minérale, on la retrouve aussi dans la diversité des déchets du bâtiment. Donc toute une cuisine à faire pour valoriser ces déchets. Très bien, merci Florent. Je retiens 3 choses de ce que vous nous dites. Je retiens d'abord l'importance d'avoir une vision et d'un pilotage global de la chaîne de valeur de son produit, aussi bien dans sa conception, dans sa fabrication, dans sa mise en œuvre, et à la fin dans la maîtrise et dans le pilotage de l'empreinte carbone de l'ensemble du cycle de vie du produit. L'enjeu des réductions, on vient d'en parler ensemble, mais que fait-on à court terme pour ce qui est incompressible ? Vous parliez des fours à béton. Un four à béton, c'est une consommation importante d'énergie immédiate. Pour parler un petit peu de cet enjeu de qu'est-ce qu'on fait de l'incompressible, je vous propose de passer la parole à votre gauche, à Guillaume, et d'échanger ensemble sur justement le sujet de la compensation et comment, avec votre société Carbonable, vous appréhendez le sujet. Super, merci beaucoup David. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Ça fait plaisir de voir que la réalisation d'un plan carbone attire du monde. C'est intéressant. Donc la compensation, c'est un thème qui souvent a été, je pense, dont vous avez entendu parler, pas forcément pour les bonnes raisons, et même souvent pour les mauvaises. Ce qu'on va faire, aujourd'hui, c'est peut-être essayer de démystifier un petit peu ce secteur, vulgariser quels en sont les enjeux et, à contrario, quelles sont les solutions existantes aussi pour déjouer ces enjeux.
Donc un peu de contexte, je pense que la neutralité carbone, vous le savez tous aujourd'hui, plus qu'un objectif, c'est une nécessité. Il y a un thème anxiogène, tout le monde le sait, la maison brûle, il faut aller de l'avant. C'est d'autant plus important aujourd'hui pour des entreprises, cette neutralité, parce qu'il y a des enjeux légaux qui sont en train d'arriver, la CSRD, etc. C'est un certain nombre d'actions légales qui vont forcer les entreprises à œuvrer vers cette neutralité carbone. Et puis aussi, tout simplement, c'est une attente des parties prenantes. Donc vos fournisseurs, etc. En fait, on impacte le scope 3. Et forcément, votre empreinte carbone, elle ne fait qu'augmenter. Il faut, c'est quelque chose vous devez prendre en compte sur votre stratégie. Maintenant, où intervient la compensation là-dedans ? Il y a un schéma classique qui est celui de se dire, OK, il y a 4 grandes étapes. La première étape, c'est faire un bilan carbone. On fait un bilan carbone, on sait combien on émet d'émissions carbone par an. Deuxième étape et troisième étape qui sont d'éviter les émissions et de réduire ces émissions. Cela, alors vous l'expliquez, ça fait partie du plan d'action carbone et il y a plein de prestataires qui l'effectuent et qui l'effectuent bien. Il y a des spécialistes d'ailleurs qui s'en chargent et qui le font encore mieux que ces prestataires. Et la dernière étape qui est l'étape de la compensation. Cette étape-là, elle est essentielle, elle est primordiale et pourtant, elle a été souvent mise de côté. Elle a été mise de côté, mais plutôt à tort. En fait, quand on lit le GIEC, les derniers rapports du GIEC, c'est clair, c'est net. La priorité absolue, c'est éviter, réduire. Néanmoins, c'est inévitable, il faut aussi compenser tout l'incompressible. On n'y arrivera pas. Juste en réduisant, en évitant, on n'arrivera pas à la neutralité, on n'arrivera pas à réduire l'impact du réchauffement climatique. On en a besoin. C'est une étape qui est indispensable, mais qui est très complexe, qui est désormais un enjeu stratégique pour les entreprises. Un enjeu stratégique à 3 niveaux. Donc, au niveau financier, donc avec une explosion des prix à venir des crédits carbone. Aujourd'hui, la moyenne est à un certain prix. Le prix, selon Bloomberg et McKinsey, va faire x10, x20, x30 dans les années à venir. Donc on parle d'un risque financier majeur pour les entreprises. Un risque opérationnel, parce qu'il y a une très forte pression comptable. Il n'y a aucun outil dédié réellement à la compensation carbone. Et puis le dernier point, réputationnel, et je pense que vous n'êtes pas sans savoir, le risque d'exposition au greenwashing. On l'a vu avec les derniers rapports, les derniers articles typiquement du Guardian. Il y a des entreprises qui investissent des millions et des milliards dans des projets et qui finalement ont un retour de flamme assez négatif, puisque en fait, elles ont investi dans ce qui peut être considéré comme du greenwashing. Donc voilà les enjeux, je dirais, principaux associés à la compensation. Très bien, merci Guillaume. Et comment vous appréhendez justement, vous, ces risques-là au sein de Carbonable pour d'abord sécuriser l'investissement de vos clients et j'allais dire, quelle est un petit peu la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, là, je vous ai présenté un petit peu le constat, le marché, les enjeux. En fait, l'enjeu principal, c'est, comme on vous le disait, l'un des enjeux principaux, c'est qu'il n'y a pas réellement d'outils dédiés à la compensation aujourd'hui. Tous les outils aujourd'hui qui existent sont sur les parties 1, 2, 3. Donc nous, on a pris la décision avec Carbonable de justement se concentrer sur cette dernière partie, qui est la partie compensation, parce que c'est la plus risquée, enfin c'est l'une des plus risquées, et qui n'a aujourd'hui pas vraiment de solution, mis à part des solutions OTC, où tout se passe derrière le comptoir. Donc il y a un gros problème qui est l'accessibilité. Aujourd'hui, vous êtes une entreprise, si vous n'êtes pas une multinationale, pouvoir financer des projets de décarbonation, enfin de séquestration, ça coûte extrêmement cher et vous n'aurez pas accès à des projets et encore moins à des projets de qualité de manière générale. Le deuxième point, c'est celui de la transparence et de la traçabilité et donc, in fine, de la confiance. Dans quoi j'investis ? Comment je suis l'évolution des projets dans lesquels j'ai investi, comment je relate justement de ces investissements-là, et le réputationnel, comme on a dit, comment je valorise ces actions. Donc nous, on a créé Carbonable. Carbonable, on se définit un petit peu comme le bras droit technologique ou le partenaire technologique des entreprises pour exécuter leur stratégie de contribution carbone. Et pour ce faire, donc, on a pris un petit peu le meilleur de ce qui existait sur des produits qui sont plus normalement pour la gestion des profits. On l'a amené sur la gestion de la contribution. On a créé un outil dédié, un ERP,
pour la gestion de la contribution. On balaye les 3 fronts, donc on permet de dérisquer les investissements. Rendre accessible et dérisquer les investissements, c'est-à-dire on permet à une entreprise d'investir dans différents projets, dans des projets qu'on a validés, sur lesquels on a effectué une due diligence et une analyse de risque. On permet aussi de diversifier donc, les investissements avec des investissements qui sont soit dans des futurs de crédit carbone, soit dans des crédits carbone qui existent d'ores et déjà, pour avoir en fait une stratégie d'investissement optimale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur le côté opérationnel, on permet d'exécuter, donc une comptabilité automatisée, une réception des crédits carbone qui est en fait inscrit dans les dernières technologies pour avoir une comptabilité donc justement en continu. Et puis le dernier point, réputationnel, on a créé en fait un back-office qui permet de générer des rapports d'impact en continu qui intègrent toutes les données de toutes les parties prenantes des projets qui sont menés et qui permettent donc un niveau de transparence et de traçabilité absolu. Merci Guillaume. Une dernière question sur si vous deviez nous citer un projet aujourd'hui que vous valorisez, que vous mettez en avant, et dans quelle mesure il est accessible pour une PME, comme vous le disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, on a l'impression que la compensation, c'est accessible que pour les très grandes entreprises. Comment vous rendez ça accessible aux PME, si vous avez un exemple à nous citer de projet que vous valorisez aujourd'hui? Bien sûr. Je vais prendre un petit peu à contresens votre question en disant en fait quel portfolio de projets on fait. Parce que justement, ce qu'on permet à une entreprise, c'est plutôt que de mettre toutes les billes dans un projet, on lui permet de diversifier ses investissements et donc diversifier ses risques. Si on parle typiquement de Pierre Fabre, donc une entreprise avec laquelle on travaille, ils ont une stratégie que je trouve très cohérente, sur laquelle ils disent on veut compenser, mais on veut compenser au prorata de notre chiffre d'affaires dans les localisations sur lesquelles on est implémenté. Donc il y a une grosse partie qui est en France, il y a une partie qui est en Amérique latine, une autre partie qui est en Asie, etc. Et donc trouver des projets au prorata de leur chiffre d'affaires n'était pas chose aisée parce que typiquement en Amérique latine c'était relativement faible avec un montant très petit. Donc qu'est-ce qu'on utilise là-dessus? Eh bien on utilise donc technologie blockchain où on permet finalement de fragmenter des investissements. Au lieu que Pierre Fabre finance l'intégralité d'un projet, il va financer une partie du projet. Et le reste du projet sera financé par d'autres parties tierces. Et donc voilà, grâce à cette technologie, ils peuvent justement exécuter leur stratégie de contribution comme ils le souhaitaient, avec petits projets en Amérique latine, gros projets en Asie, très gros projets en France, etc. Merci Guillaume pour vos explications. Je retiens donc 3 choses. Rendre accessible et visible les projets qui permettent la compensation carbone pour les PME, rétablir la confiance, la crédibilité de ces solutions auprès des PME, et comment, en partie, en travaillant sur une adaptation aux capacités et aux souhaits et aux besoins des entreprises que vous accompagnez. Merci Guillaume pour ces précisions. Merci. On a une première pierre qui est la réduction. On en a parlé avec Florent. On est allé un peu plus loin dans l'étape en se disant, tiens, ce qui est incompressible, j'explore quelque chose d'autre dans mon plan d'action carbone pour pouvoir le piloter au plus juste. Je regarde du côté de la compensation avec Guillaume, mais par où je commence? C'est quoi? Par quel bout je prends ce plan d'action pour commencer le pilotage? Et Guillaume m'a un peu fait teasing dessus. C'est vrai que tout commence par une étape fondamentale qui est le bilan carbone. Et je propose pour ça d'échanger avec Jean-Charles. Jean-Charles, pour nous présenter un petit peu comment vous travaillez, la manière dont un plan carbone, ça se décide, ça s'envisage, ça se réalise dans une PME. Test, micro, c'est bon, ça marche. Merci pour l'introduction. Je pense que je vais juste rappeler peut-être un prisme du fait de la position de la CCI. Un des piliers importants de la CCI, c'est l'accompagnement au développement économique des entreprises de la région. Et donc, dans ce sens-là, le développement économique, il est en transition. On parle de transition écologique, transition économique. Et donc, dans ce sens-là, la CCI, justement, accompagne les entreprises à bien saisir finalement ce sujet de transition économique et carbone, décarbonation, via donc un bilan carbone. Donc, pour se saisir du sujet, et avant de partir tout de suite dans un plan d'action, dans une démarche RSE, comme on peut beaucoup le voir, parce que c'est un peu le sujet du moment et tout le monde veut faire de la RSE, ça commence toujours par un diagnostic, un état des lieux de base, pour essayer de dessiner un peu les priorités et savoir un peu dans quel ordre on prend le sujet.
Donc voilà, le bilan carbone, ça reste quand même avant tout un diagnostic sur le sujet du carbone. On a un peu l'équivalent, on va dire, sur un audit énergétique pour l'énergie. Donc sur le bilan carbone, finalement, l'idée c'est un peu de prendre du recul sur ce qui a été dit, parce que on peut être sur des sujets très techniques, et peut-être que si vous êtes ici, c'est aussi vous poser des questions sur ce que c'est un bilan carbone avant de partir tout de suite sur le plan d'action. Donc l'idée, c'est un peu de rappeler tout ça. Donc un bilan carbone, c'est un peu comme un bilan comptable, hein, finalement. C'est une méthodologie de comptabilité. Donc, en l'occurrence, on va compter l'impact carbone d'une activité de l'entreprise, d'une organisation. Et donc, c'est une méthodologie qui est éprouvée. Il y a un vrai consensus au niveau international. On a une vraie paternité au niveau France, avec Jean Covici et l'ADEME qui ont mis ça en place depuis maintenant plus de 10 ans. Parce que c'est passé à la réglementation en 2012. Et donc, tout ça, c'est bien structuré. Donc depuis 2012, il y a une réglementation sur le bilan carbone. Je ne vais pas forcément vous rappeler un peu les seuils, mais il y a un niveau réglementaire où on doit faire son bilan carbone. Et au-delà de ça, quand on est en dessous de ces seuils, c'est plutôt une action volontaire. Donc je pense que sans doute ceux qui font la compensation, c'est déjà beaucoup du volontaire, même s'il y a une strate réglementaire sur la compensation. Mais bref, donc on est sur une méthode de comptabilisation qui en gros va regarder poste par poste, donc il y en a 22, et on appelle ça des scopes, donc scope 1, 2 et 3. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément le jargon, c'est des périmètres. Donc 1 et 2, c'est beaucoup lié à l'énergie, qui est donc où les émissions de gaz à effet de serre sont générées directement ou indirectement par l'organisation. Et le scope 3, c'est toutes les activités dont dépend votre activité pour fonctionner. Donc c'est ultra vaste. En général, c'est au moins 80% de votre bilan carbone. Et donc bien souvent, c'est pas réglementaire, donc soit il n'est pas fait, soit on se dit que c'est trop compliqué, on verra ça plus tard. Donc ce qui est pourtant dommage, parce que quelque part, si on regarde que ce qui se passe dans nos quatre murs, on loupe beaucoup de choses, puisqu'on est bien souvent un acteur économique qui est au sein d'une chaîne de valeur assez large. Donc quand on fait un bilan carbone, au sens complet, on essaie de regarder tous ces postes-là, et donc quelque part on sort largement des murs de l'entreprise, parce qu'on va se poser des questions sur nos fournisseurs, nos clients, voilà, l'impact des achats qu'on a pu avoir pour produire, l'impact de l'utilisation de nos produits par nos clients, etc. Donc l'utilisation des transports de nos salariés pour venir, enfin bref, ça peut être très vaste. Donc l'idée, c'est pas non plus de se noyer dans un verre d'eau et de se dire attendez, c'est pas compliqué, on prend les choses point par point. Et donc quand on est, je reprends le sujet d'une entreprise qui ne connaît pas le sujet et qu'elle veut se lancer dans un bilan carbone, finalement elle est un peu face à une page blanche, ou en tout cas un Google, elle ne sait pas trop par quel bout le prendre. Donc l'idée, si je vous le résume très rapidement, c'est je m'entends en écho, c'est un peu perturbant. On va dire que c'est pourquoi déjà faire un bilan carbone. On a, je vais reprendre un peu le laïus, un développement durable, hein, c'est l'environnement, le social, l'environnemental. L'environnement, déjà, c'est l'entreprise qui veut s'engager sur le sujet. Donc l'idée, c'est de finalement mesurer son impact pour pouvoir le réduire et voilà, y avoir une action à dire sur le changement climatique. Au niveau social, quelque part, si je reprends moins les parties prenantes, ne serait-ce que les salariés, c'est dire voilà, les salariés qui sont engagés, qui veulent avancer sur le sujet, elles s'attendent quelque part à ne pas faire différemment dans leur entreprise qu'elles le font chez elles. Donc quelque part, il y a un peu de côté marque employeur, valorisation des actions d'entreprise, rétention des salariés, c'est important en ce moment, avec la tension sur le marché. RH, et il y a aussi tout le volet pour le coup économique, si je reprends vraiment le sens pur et dur. Enfin, c'est quoi l'intérêt économique de faire un bilan carbone quelque part? Moi, je défends toujours ça comme une analyse de risque, au sens très, très simple du terme, c'est une analyse de risque, parce que quand vous faites votre bilan carbone, en fait, vous regardez votre dépendance finalement aux énergies fossiles, qui ont des variations des prix qui sont assez plus ou moins volatiles. Vous avez aussi des fournisseurs qui sont peut-être plus ou moins dépendants à ces énergies fossiles. Et donc quand vous avez une crise énergétique, par exemple, vous pouvez en avoir certains qui mettent la clé sous la porte. Et donc du coup, en termes de risque d'approvisionnement, ça peut être un sujet. Quand vous avez l'export, l'import, et que vous avez tout d'un coup une taxe aux frontières qui se met en place, voilà, tout de suite vous posez des questions, vous essayez d'un peu de voir finalement dans quel sens ça va impacter mon activité. Et puis après, tout bêtement, il y a aussi le côté benchmark. Hein, qu'est-ce que font mes concurrents sur le sujet? Est-ce qu'ils sont déjà avancés sur le sujet ou pas? Qu'attendent mes clients? Est-ce qu'ils attendent finalement une prestation, ou en tout cas un accompagnement plus ou moins en ligne avec les accords de Paris, avec les tendances marché, etc. Donc voilà, tout ça fait que votre bilan carbone, finalement, il vous donne un peu de visibilité, une estimation du risque en fonction de votre situation, de votre profil d'activité. Donc, comment on s'y prend une fois qu'on a dit tout ça? Alors, de façon académique, on a toujours une phase de sensibilisation des parties prenantes, des salariés de l'entreprise ou de l'organisation, pour que quelque part on se dise pas c'est quelque chose qui est fait comme ça au niveau de la direction, qui se fait plaisir et qui va sortir un rapport RSE.
tout se passera bien. C'est aussi quelque part l'idée d'impliquer l'ensemble des parties prenantes qui fait partie du bilan carbone. Donc vous allez avoir beaucoup, souvent on entendait parler de la fresque du climat. C'est exactement le genre de thématique où on implique un peu tout le monde, ceux qui ne connaissent pas le sujet, à qui on explique pourquoi on parle de changement climatique, que dit le GIEC, qu'est-ce que ça veut dire le GIEC, comment est-ce qu'on fait pour rapporter sa part au sujet, et dans quel sens l'activité de l'entreprise, sa raison d'être même, elle contribue ou pas à ces questions de changement climatique, et dans quel cas on peut améliorer les choses. Donc il y a cette partie sensibilisation, et ensuite, une fois qu'on a un peu embarqué tout le monde dans l'importance du sujet, l'idée c'est d'aller convertir en fait les données, les flux physiques, les données de l'activité, de l'organisation, en équivalent CO2. Donc cette méthode dont je vous parlais plus tôt, finalement, en fait, elle va aller convertir, on pourrait dire, une activité en équivalent CO2. Donc je vous dirais, quand on a un bilan comptable, c'est assez simple. On va voir le comptable, il nous sort toutes les factures, tous les devis et tout ce qui rentre, et il nous fait un bilan positif, négatif, et on arrive après à voir les choses claires. Il y a un petit pas de côté avec le gaz à effet de serre, puisqu'en fait il y a une base carbone qui est donc générée par l'ADEME, qui en gros héberge les facteurs d'émission, donc ce qui va permettre de convertir des flux physiques ou monétaires en équivalent CO2. Donc tout ça, en fait, si vous voulez, vous donne une comptabilité qu'on range dans les bonnes cases, donc dépenses en énergie, dépenses en achat, en fourniture, en immobilisation, etc. Et ça vous donne finalement une hauteur de vue sur votre activité d'un point de vue en général annuel, sur quels sont les postes prioritaires, et si je veux commencer à travailler sur mon impact, par quoi je commence à travailler. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait cet état des lieux, quelque part, l'idée c'est pas de rester face au mur et de dire voilà, on en a fait tant de tonnes, parce que des tonnes, ça peut plus ou moins parler. Si je vous dis comme ça 10 tonnes, 100 tonnes, on ne sait pas trop forcément à quoi ça fait référence. Donc souvent, dans ces parties de sensibilisation, on essaie de dire voilà, le bilan carbone de l'entreprise, c'est l'équivalent de X allers-retours en avion, de X trajets autour du monde, etc. Pour se donner un peu l'ordre de grandeur, comme on parlait de Millau et de l'équivalent de la ville de Marseille en équivalent béton. Comme ça, on se dit bon, il y a quand même du chemin à faire. Maintenant qu'on a des trajectoires un peu standards à aller récupérer, comme 2 tonnes par Français, quand on voit d'où on part, on se dit qu'il y a du chemin à faire, mais voilà, on va se donner des étapes progressives. Et une fois qu'on a fait cet état des lieux, il n'y a plus qu'à, et donc il faut se faire un plan d'action. Et ce plan d'action, quelque part, il ne se construit pas comme ça par celui qui a fait le bilan carbone. En général, il se co-construit puisque sensibiliser les salariés en amont, ça a été justement fait exprès pour embarquer les bonnes idées du quotidien, ceux qui sont tous les jours à l'opérationnel, ceux qui ont un peu les idées au niveau de la finance, ceux qui voient aussi des bonnes idées comme ça dans leur quotidien et qui peuvent contribuer finalement à l'amélioration de l'impact carbone d'une entreprise, enfin d'une organisation, puisque les collectivités ne sont pas en reste sur le sujet. Donc ce plan d'action, finalement, c'est un peu comme vous le trouveriez sur n'importe quel autre sujet, qui on met dans l'aventure, on va dire, quelle échéance on se donne, quel objectif on se donne, quels moyens on associe à ça, et finalement comment est-ce qu'on fait ce reporting et qu'est-ce qu'on y met. Donc il y a un peu ce principe aussi de base de mesurer donc, le bilan carbone, de réduire ou d'éviter en termes de ce qui joue sur l'activité. Et quand on voit finalement ce qui reste d'incompressible, c'est là où on arrive sur les questions de compensation. C'est ce qui se fait aussi avec beaucoup de pincettes, puisque justement on parlait de greenwashing. Vous avez peut-être dû voir passer des Google ou des Amazon qui se disent neutres en carbone. Et on se rend compte que c'est un périmètre qui est minuscule et finalement le gros du sujet n'est pas là. Donc voilà, il y a toute cette dimension aussi de communication, de valorisation de l'entreprise qui doit se faire avec beaucoup de précautions pour qu'on puisse aussi avancer doucement mais sûrement sur cette transition en carbone. Et une dernière question, Jean-Charles, de manière très terre à terre pour un chef d'entreprise, combien de temps ça prend, combien ça coûte, en 2 mots? Ok. Alors, effectivement, il peut y avoir une variété de bilans carbone. Je vous disais qu'il y a un niveau réglementaire, c'est encore assez timide, on va dire, d'un point de vue réglementation, puisqu'on peut faire ça sur les scopes 1 et 2, c'est très rapide, ça peut se faire vraiment en quelques heures ou jours quand on ne connaît pas trop le sujet, mais c'est accessible à tout le monde, et de toute façon c'est la réglementation, donc on a tous les éléments, on va dire, en ligne. Ensuite, il y a ce que je vous disais, le scope 3, ou en tout cas un bilan carbone plus complet, où là, pour le coup, en fonction de l'activité de l'entreprise, ça peut être plus ou moins vaste, parce que le scope 3, il peut être aussi fait partiellement, et qu'on fasse du service, où c'est très dématérialisé, où il y a très peu de données, versus l'industrie plus ou moins lourde, comme je prendrais la production de ciment, on peut avoir un scope 3 qui est plus large. Donc je dirais que c'est un peu quand même proportionnellement variable à la complexité du secteur, si c'est de l'industrie lourde ou alors du service plus immatériel.
Et donc du coup, on peut avoir un bilan carbone qui se fait en quelques jours comme quelques mois. Voilà, c'est ça. Mais tout est quelque part, tout est question de moyens. Il faut voir ce qu'on se met derrière et l'objectif qu'on se donne pour aller faire son bilan carbone. Et une fois qu'on a fait le bilan carbone, c'est pas terminé, c'est que le début, puisque l'idée c'est ensuite de le faire, soit de le réactualiser quand on a un périmètre qui évolue beaucoup, soit au moins en tout cas d'y mettre en face les plans d'action qu'on a mis en place pour actualiser finalement notre bilan carbone. Merci Jean-Charles. Cette explication qui nous permet d'appréhender un peu mieux. On a des questions, je ne sais pas si on les prend tout de Oui. suite ou pas. Alors effectivement, je n'ai pas parlé du prix, parce que quand on parle de moyens, il y a moyens humains et financiers. et donc on a la chance quand même d'être dans une période assez incitative sur le sujet de la décarbonation. Donc effectivement, il y a pas mal d'aides qui sont en cours via l'ADEME, via la BPI, sur la comptabilisation, sur la réduction d'actions, enfin de la décarbonation d'activités. Donc effectivement, la BPI en propose. C'est pour des entreprises qui ont moins de 250 salariés, je crois. En tout cas, c'est en deçà de la réglementation. Et il y a quelques conditions d'éligibilité en fonction de la santé financière de l'entreprise, je crois aussi, et de sa situation si on n'en a pas déjà fait un, etc. Mais effectivement, il y a des aides là-dessus. Merci Jean-Charles. Pour conclure, parce qu'on va arriver à l'heure, ce que je vous propose, messieurs, c'est de prendre 2 minutes chacun. Si vous étiez là en fin de session face à un dirigeant d'une PME, en une phrase, en 2 minutes, ce serait quoi votre conseil, votre feedback pour dire, voilà, sur ton pilotage, sur ton plan d'action carbone, moi je commencerai par ça, je ferai ça. Pour moi, il y a quelque chose de très important. Pour vous, Florent ? Alors pour moi, j'ai été très attentif à ce qui a été dit. On a tous les outils pour tout calculer, tout mesurer. Mais l'enjeu après ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, en fait, c'est de réussir à avancer très rapidement. Et le risque principal, ou ce qu'on observe souvent, c'est qu'on fait son bilan, on a notre plan d'action, et puis voilà. Après, faut atteindre l'objectif. Donc, il faut d'abord réussir à se fixer des objectifs, à faire reconnaître le plan d'action de manière scientifique. Donc, il y a par exemple le Science-Based Target Initiative qui permet de valider que ce qu'on a prévu dans notre plan d'action permet d'être sur la trajectoire de neutralité. Et ça, c'est important pour crédibiliser le plan d'action. Et donc, partager des objectifs avec son écosystème. Donc, nous, par exemple, chez Holcim, on a notre objectif de performance carbone de, par exemple, 425 kg de CO2 par tonne de ciment en 2030. Donc ça intéresse les gens chez Holcim. C'est notre objectif industriel. Mais à ça, si on n'associe pas un objectif qui parle au client, à l'utilisateur, on va avancer tout seul. Donc il faut créer des partenariats avec nos clients les plus ambitieux aussi, qui veulent avancer sur leur trajectoire, et se dire comment on peut faire en sorte que en 2030, c'est notre objectif. On veut que en 2025, on veut que 25% de nos ciments et de nos bétons soient bas carbone. Et on a pris le risque de définir ce que serait un ciment bas carbone à moins 30% par rapport au ciment de référence standard. Donc voilà, c'est comment on définit les objectifs, on transforme ce plan d'action en objectif qui soit appropriable et entraîner la chaîne pour être en fait lié à l'atteinte de son propre objectif avec ses utilisateurs, son client et toute sa chaîne de valeur. Ça, c'est pour moi le seul moteur qui permet d'aller vite et de tenir dans la durée son plan d'action. Merci Florent. Et vous, Guillaume ? Eh ben, je dois admettre que je vous ai volé la conclusion. Non. Vos recommandations sont exactement, sont en ligne avec une partie de celles que je dirais. C'est d'ailleurs un peu notre motto. On dit un petit peu, ok, du plan d'action à l'exécution. Donc, il y a le plan d'action qui est primordial, il faut le faire. Et donc, si vous ne l'avez pas fait, effectivement, il est important de le faire. Et ensuite, à partir de là, l'exécution. Et l'exécution, elle est sur 2 fronts. Elle est sur, on l'a vu, la diminution, l'évitement, ça c'est sûr. Puis, un avis que je donnerais bien évidemment, c'est aussi, ne mettez pas la compensation de côté pour une simple raison, c'est qu'en fait, vous pouvez déterminer d'ores et déjà
un niveau incompressible, ou du moins une partie de votre niveau incompressible pour sûr qui ne sera pas enlevé. Et celle-ci, eh ben, anticipée, parce qu'en fait, on l'a vu, aujourd'hui, on vous a donné une tendance de marché, c'est que cela sera d'autant plus coûteux, d'autant plus complexe, d'autant plus risqué dans le futur de ne pas anticiper ce genre de démarche. Donc l'intégrer d'ores et déjà dans sa stratégie d'entreprise, puisqu'on l'a vu, c'est des enjeux quand même assez colossaux, aussi bien financiers qu'opérationnels et réputationnels. Donc voilà, et ravi, bien évidemment, Carbonable, si vous en avez envie, de vous équiper et de vous accompagner sur cette démarche, si bien évidemment ça vous parle. Du coup, après la réduction et la compensation, je vais un peu reculer pour mieux sauter. Donc voilà, si en tout cas vous voulez avancer sur la démarche, sur l'impact environnemental l'impact GES de votre entreprise et que vous ne savez pas trop par quel bout le prendre, à la CCI, c'est le rôle d'accompagner les entreprises. Donc on peut faire cet accompagnement auprès de vous pour que vous ayez un bilan carbone qui soit solide et bien complet et qu'ensuite vous puissiez aller sereinement sur des actions de compensation et de réduction avant tout. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Et des questions? Oui, bien sûr. Pacte Industrie pour accompagner les 30-40 000 PME industrielles du pays et avec un grand nombre d'actions depuis la formation très amont, l'accompagnement stratégique et puis derrière des actions de ce type. En deux, trois mots, alors ça concernera principalement les PME mais pas seulement, il y a aussi les groupes. On va former à la fois par exemple les responsables, enfin les référents énergie-industrie sur une formation qui existe déjà qui va être récupérée. On va également permettre de former toute la sphère du financement, qu'elle soit externe bien sûr, le monde bancaire, mais également interne, notamment les directeurs financiers. Et puis, on va également accompagner la réflexion stratégique des patrons en fait, des entreprises sur quel objectif climat et quelle trajectoire de décarbonation à court et moyen terme on veut mettre en place. Voilà, c'est un bon nombre d'actions qui vont être mises en place peu à peu dans le cadre de Pacte Industrie en consolidant déjà les formations notamment qui sont déjà en place. Il y aura ACT également, ça vous parle évidemment, Assessing Low Carbon Transition, qui est un accompagnement sur la stratégie de décarbonation et d'autres modules qui vont être ajoutés au fur et à mesure. Merci beaucoup. Merci beaucoup.